bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour à vous toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Bière Patrie. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un homme de lettres, mais surtout un scientifique de vocation et de formation. Il a réussi à réunir ces deux mondes dans ses ouvrages. Le dernier en date est paru chez Edipro. Vous l'aurez bien évidemment déjà lu dans le titre de cet épisode. Je parle bien évidemment du livre Technologie brassicole. Pour les personnes qui ont déjà eu la chance de croiser la route brassicole de ce monsieur, celles-ci pourront certainement se rappeler de ces deux surnoms, Mister Compromis ou encore The Rochefort Lover. J'espère que ça va rester ça. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Nicolas Imbrex. Bonjour Nicolas. Bonjour Kevin, je vais t'appeler Kevin. Écoute, voilà. c'est vraiment parfait, c'est mon prénom, donc ça tombe bien. Et merci pour cette invitation. Écoute, je suis ravi d'être là. Moi, ça me fait plaisir de te recevoir aussi. On pourra dire un petit peu plus tard, ou peut-être même déjà maintenant, comment on a pu se rencontrer. Hein. Je pense que les gens ne sont pas sans savoir que j'ai fait la formation en zytologie et tu m'as dispensé ton savoir. Donc tu as été un de mes formateurs dans la formation de zytologie. Exactement, donc au Château Massard, à Liège. Oui, c'est ça. Ouais. On en reparlera un tout petit peu tantôt. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans ma description de début d'épisode, j'ai un grand amateur de Rochefort. Et aujourd'hui, on va pouvoir déguster une Rochefort 8, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le taux d'alcool. Enfin, pas directement en tout cas. Non, exactement. Et on a été rechercher en cave une vieille bouteille que je laissais traîner là. Alors traîner, c'est un bien grand mot. Hein. Mais on a l'opportunité aujourd'hui, en tout cas pour la 8, de goûter donc une fraîche et une qui a, si je ne m'abuse, 23 ans. Puisqu'elle était passée Enfin, je ne vois pas la date d'ici, mais je crois que c'était en 2005. Je pense que c'est l'autre. Ouais. Juste devant au-dessus du... 2005. 2005, oui. Donc embouteillé 5 ans avant. En 2000, 28 décembre 2000. Ouais, donc ça veut dire que ça fait 23 ans qu'elle nous attend, t'imagines ? Effectivement, oui. Alors puis je vais raconter l'anecdote. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais offrir à un zytologue ? Alors évidemment, je vais chercher une vieille trappiste, une Rochefort 10 de 2011, donc, qui a été faite en 2006. Et puis alors évidemment, Kevin avait une de 2000. Voilà. Je suis désolé, j'avais anticipé, mais ça me fait super plaisir. Et alors du coup, ce n'était pas prévu, mais on décrira aussi notre dégustation sur la Rochefort 10 un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais d'abord, on va se faire plaisir avec ces deux bières-là. Est-ce qu'on ne les ouvrirait pas ? Allez, soyons fous. Vous savez quoi, j'avais prévu de les ouvrir moi, et c'est encore une fois mon invité qui va se charger qui va se charger d'ouvrir les bouteilles. Ouais, merci. Hop. Donc moi je vais servir. Alors en plus, j'ai pris les petits galopets Rochefort, je vais les montrer, mais ce sera plus simple de montrer peut-être quand ce sera versé. Alors moi je vais volontairement le faire devant le micro, mais bon après on n'est pas obligé de le faire tous les deux. Allez. La mienne elle est vivante par contre. Oui, ici, on voit la capsule un peu rouillée. Oui. Ça fait un peu vieux grimoire, vieille bière de sorcière. Mais par contre, pour te dire la vérité, je suis quand même relativement content de la conservation, même par rapport à l'étiquette, qui n'a pas réellement bougé. Mm-hmm. Bon, c'est vrai, comme tu le dis, la capsule est un tout petit peu... Oui, mais ça c'est un classique, mais c'est pas problématique, mais c'est vrai que l'étiquette est encore bien. Hein, ouais. Alors, on va faire un échange. Oui. S'il te plaît. Je t'en donne une sans mousse, je récupère une pleine de mousse. Ouais. D'ailleurs, tu l'aimes bien avec beaucoup de mousse, toi, ou pas beaucoup de mousse ?
Oh, ben, pas de mousse ou beaucoup de mousse, de toute façon, ça reste de la Rochefort. Hein, Et voilà, on voit vraiment l'amoureux. Donc, ben voilà, sans surprise, celle de 23 ans n'a plus aucun film de mousse. Film de mousse. Il y a juste un tout petit peu sur le pourtour du verre. Par contre, je suis assez étonné. Je ne sais pas si tu le vois toi dans ton verre, mais ça pétille toujours. Ah, c'est possible. Attends. Si tu regardes par au-dessus, moi je le vois assez fort. Ah oui. Bah, elle a l'air même de bien pétiller. Ouais. Malgré son grand âge. Ouais. On a plus hein, quand même, donc. Oui. Tu le vois que. Mais nous, on pétille encore. Ouais, c'est vrai. Oui, je vois. Alors, dis-moi un petit peu, toi, par rapport à la dégustation. Je vais citer Geoffrey, qui nous écoutera certainement ici dans cet épisode, qui lui conseillait de boire d'abord la jeune et ensuite voir l'évolution avec la vieille. La vieille, c'est pas très gentil pour elle. Qu'est-ce que tu conseilles, toi Moi, je partirais les renifler toutes les deux, essayer de les comparer, puis de les tester. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Je n'en sais rien. Je pense que de toute façon, on reviendra sur une et sur l'autre. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sortir à la caméra pour avoir un jour ou l'autre la vidéo sur YouTube. Mais bon, je ne le dis même plus, les gens sont habitués. Et sortir à vous, sortir à toi. Alors, qu'est-ce que ça sent? Donc ça, c'est la jeune, hein? Oui, c'est bien ça. Déjà, pour moi, alors, t'es plus habitué que moi, mais déjà, il y a la pointe de caramel. Oui, j'allais dire des arômes de cuit. De fruits, peut-être un peu abricot ou... Ouais, je suis d'accord avec toi. Poire, mûre, abricot. Ouais, je suis plus sur l'abricot. Ouais. La mousse est belle. Ouais. Très légèrement le malt, peut-être. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est plus ce côté fruits mûrs, oui. Bon, on a toujours un peu de mousse, un film de mousse. Évidemment, elle a été servie à moitié, mais elle tient bien, la mousse. Elle est belle. Oui, elle est belle. Alors, on est plus sur de lait cru plutôt que du blanc. Hein, c'est pas du blanc. Cru, blanc cassé. Blanc cassé, ouais. Oui. Ok. Est-ce qu'on goûte? Allez. Santé. Hein. Chin. Bon, toujours vif en bouche. Hein, enfin, toujours. C'est normal. Elle est 2023, donc... on a assez bien l'alcool quand même. On sent bien les 9,2. Alors, l'amertume très légère. Enfin, en tout cas, ça ne se réveille pas très fort chez moi. Non. En termes d'IBU, elle doit tourner aux alentours de 25. D'accord, oui. Pour une densité initiale, on a combien? On a 9%, donc 2080. Donc si on fait 25 sur 80, ça fait quoi ça? Ah non, mais le scientifique, c'est toi. Ne me demande pas. À peu près, si je me souviens bien, c'est ça. Donc voilà, c'est peu amer. Donc on s'attend à avoir quelque chose de peu amer. Ouais. Alors on n'a pas parlé de la couleur. De nouveau, moi je l'ai. On arrive en fin de journée là, donc on est déjà à l'éclairage. L'éclairage pas naturel. Et on a quand même, donc c'est un petit reflet rubis, je trouve. Oui. Ah ça me fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui la trouve rubis, parce qu'on me dit toujours André. Mais effectivement, elle tire quand même vers le rouge. Hein. Franchement, quand on la met à la lumière, c'est pour ça que je parle de la lumière artificielle. Je ne tombais plus sur le mot artificiel, mais si pour moi, elle a des reflets rouges, c'est sûr et certain. Ouais. Exactement. Alors quand même une très belle longueur en bouche, parce que là, ça fait déjà un certain temps qu'on l'a avalé, et moi j'ai toujours sur la langue ces arômes, saveurs plutôt. Oui.
Et donc, elle a commencé déjà à madériser. Moi, je trouve qu'elle est excellente. Donc, je dirais qu'elle a plus de 6 mois. T'as la date exacte? Elle est quand même âgée. Hein. 28-03, en mars. Mars, elle n'a pas 6 mois. Ouais, non. Pas 6 mois. Hein. Non. Non, mais elle est bonne quand même. Mais c'est le Rochefort 8. Parce que c'est vrai qu'en termes de madérisation et de vieillissement, mon péché mignon, c'est quand même une Rochefort 8, servie tempérée. Oui. Hein, mais justement, avec une. Au moins 6 mois. D'accord, de vieillissement. Donc, vous prenez la date de durabilité minimum, vous enlevez 5 ans, vous avez le jour de conditionnement de la bière. C'est ça. 6 mois après, elle commence à être bien. Mais là, visiblement, c'est pas mal. Elle a déjà bien vieilli. En tout cas, très chouette. On a toujours de la mousse. Hein. Oui, c'est agréable et c'est vrai que l'alcool, on le sent pourtant. Ouais. Voilà, à 9. Là, le chiffre 8, si on peut en parler, oui. Oui, évidemment. Donc c'est le degré belge, hein, c'est l'ancienne manière dont on calculait les axes par rapport au brassin. Oui. Donc c'est le centième de la densité. Donc une Rochefort 8 avait une densité initiale de 1080 avant la fermentation. C'est bien ça. Voilà. Et donc ça n'est pas directement lié au degré d'alcool. Donc la Rochefort 8 ne fait pas 8 degrés. Non, elle en fait plus, hein, un peu plus que 9. Ouais, 9,2, ouais. Écoute, je dois bien t'avouer que l'autre me fait des clins d'œil depuis tantôt. J'ai vraiment envie d'y aller. Donc la mousse, on en a parlé, ça fait déjà bien longtemps qu'on ne voit plus de mousse. Par contre, en termes de couleur, je ne trouve pas qu'elle ait changé. Non. Hein, elle est probablement un peu plus intensifiée. Ouais. Elle est peut-être un peu oxydée, peut-être vers l'orange si on regarde. Ouais. Hein, Ouais. par rapport au rouge au côté rubis. Oui. Hein, au côté t'as raison. rubis de la fraîche, mais ça reste tout à fait acceptable. Je veux dire, c'est une mentalité. Consommer des bières madérisées, c'est une mentalité. On le fait avec le vin. Hein, si tu retrouves une bouteille de 20 ans ou de 30 ans, une bouteille de vin dans ta cave, tu te doutes bien que ça ne va plus être un vin de cette qualité-là. Avec les bières, c'est un peu un problème d'éducation du consommateur. On est obligé de mettre la date de durabilité minimale, hein, la DDM, Oui. Parce que les gens, s'ils ouvrent une trappiste qui a 20, 30, 40 ou 50 ans, ils risquent de rouspéter parce qu'ils ne retrouvent pas les caractéristiques d'une trappiste fraîche. C'est ça. Peut-être qu'un jour, on ne mettra plus de DDM. Oui, parce que qu'on soit bien d'accord, je pense que la plupart des auditeurs le savent, mais une bière, c'est pas parce qu'elle est passée de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'elle est mauvaise, elle n'aura plus les mêmes qualités organoleptiques, on va dire, Oui. mais en tout cas, elle est toujours bonne à boire. Alors, certaines bières ne vieillissent pas bien du tout. Certaines bières ne sont pas bonnes à la base, mais certaines bières ne sont pas faites pour être madérisées. exactement. Pour être conservées, oui. Une lager, de soif, ouais, par c'est ça. exemple, oui. Lager, Pils et tout ça, c'est pas fait. D'ailleurs, pendant la formation, on avait goûté une lager de 2 ans. J'avais vraiment eu l'impression que l'eau était séparée du reste. C'était vraiment Oui, pas. parfois, c'est pas terrible. Non. C'est pas concluant. Mais par contre, on apprécie mieux celles qui ont bien vieilli, du coup. Là, je ne me rappelle plus celle qu'on avait goûtée. Enfin, je me rappelle plus, mais c'est vrai que c'était vachement plus agréable. Alors, au nez, j'ai déjà plongé un tout petit peu mon nez dedans. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a la noix. Oui, effectivement. Là, c'est madérisé. C'est Ouais. noix. Oui. Ce nez un peu Porto là, Oui, c'est ça. qu'on retrouve systématiquement, en tout cas très souvent dans les bières vieillies. Oui. Ou dans le vin de Madère. Hein, Oui. L'idée est la même, oui. Oui, C'est c'est noix, c'est ça qui est dominant. Ouais, en c'est fait, ça hein. qui, ouais, Ouais. clairement. Alors, Bon, testons. soyons fous. En bouche aussi, hein. C'est noix. Ouais. C'est très très noix. Mhm.
il y a toujours le léger piquant. Elle pétille toujours un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, noix, on ne saurait pas dire autre chose, c'est ça au départ. Et l'alcool, je trouve, vient légèrement après. Il vient quand on a avalé. Je suis content de l'avoir ouverte parce que c'est bien. c'est moi qui aime ça. Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses du coup, mais j'aime vraiment beaucoup. Ah, mais c'est un type de bière particulier. Enfin, je veux dire, il y a des caractéristiques particulières que tout le monde n'apprécie pas, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Sans excès, parce qu'il y a certaines bières madérisées là, qu'on ne sait pas terminer, avec ce goût d'oxydé, ce goût de noix encore plus amplifié. Ici, ça reste tout à fait correct. Mais c'est des bières de dégustation. Est-ce que tu penses... pardon, une, ouais. je veux dire. Hein, oui. Ouais. Est-ce que tu penses que le fond de la bouteille, parce qu'on n'a pas versé tout... est-ce que tu penses que ça pourrait jouer avec... enfin, on va pas la secouer non plus, mais les levures, est-ce que tu penses que ça pourrait s'intensifier, cet aspect madère avec... Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Ça pourrait apporter de l'amertume, probablement. Ouais. Qui s'est fixé à la levure. Un goût de levure, un goût de lie, mais je ne pense pas que ce côté noir serait intensifié. On peut peut-être rappeler aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas être... C'est pas toxique. Une bière qui est dépassée en termes de DDM, date de durabilité minimale, n'est pas toxique. Vous ne serez jamais... vous ne serez pas malade, vous ne serez pas infecté, enfin, vous ne serez pas mort non plus. Si on abuse des levures, peut-être qu'on irait plus facilement à la toilette. Possiblement aussi. Oui. Mais donc c'est ça qu'il faut jamais, comment est-ce que je vais dire, hésiter à tester une vieille bière que vous retrouvez chez vous. Hein, vous l'ouvrez, vous testez ça, comme les vins aussi. Hein. Puis alors c'est du quitte double. Hein. La madérisation, c'est pas une science exacte. Oui. Dans quelles conditions ? Ici, je suppose qu'elles ont été stockées dans des bonnes conditions. Ah écoute, les conditions que tu as vues tout à l'heure, elle est restée pendant 20 ans dans les mêmes conditions. Elle a juste été un tout petit peu déplacée, mais elle n'a pas été secouée. Alors là, effectivement, là c'est très bien. Et alors on a la chance d'avoir des caves qui sont enterrés, en tout cas partiellement, et la température varie légèrement en été, elle varie en été et en hiver, mais par contre il n'y a pas des gros chocs de température puisque c'est sous terre donc voilà, je pense qu'elle a bien vieilli. Après, il faut aimer la noix. Oui, voilà, c'est ça, c'est particulier. Je veux dire, il faut aimer les bières madérisées. Les bières vieillies, c'est particulier. Par contre, vraiment, je suis étonné par le pétillant. Évidemment, quand on goûte l'autre à côté, la fraîche, on va dire, on goûte évidemment une différence, mais je suis étonné qu'elle ait toujours ces fines bulles là. Oui, effectivement, on la voit. Hein. Oui. On voit que ça pétille. Elle est particulièrement... brillante aussi, puisque les levures ont eu le temps de sédimenter, donc on voit que les conditions de stockage étaient impeccables. Oui, dans ton super dressing de bière, ça c'est superbe. Ça, je n'avais jamais pensé comme ça. Mon dressing. Il y avait une pub à un moment donné, on a vu une pub avec je crois que c'était un dressing de Cronenbourg, mais c'était Cronenbourg ou... Oui, mais c'est pas Cronenbourg, mais c'est une bière industrielle, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Non, ici c'est pas Cronenbourg chez toi, c'est sûr. On essaye un petit peu. Enfin bon, soit. On va rentrer dans ce débat-là. Je ne sais pas si tu veux dire encore quelque chose là à l'instant, parce que évidemment on pourra en parler pendant le podcast quand on regoutera si ça a évolué. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire sur cette dégustation. Sur les bières ou de manière générale, il faudrait pouvoir stocker des casiers de bières, bières de garde, de trappistes, etc. Bon, on n'allait pas stocker des Jupiler ou des Hoegaarden rosé, parce que je crois que l'effet ne sera pas le même. Et c'est pas le but recherché non plus d'une Hoegaarden rosé ou d'une Jupiler. Hein. C'est exactement ce que je voulais dire en fait tantôt quand tu disais qu'il fallait pas avoir peur d'ouvrir une bière quand elle avait vieilli. Alors de nouveau, je répète ce que Nicolas a dit, vous ne serez pas malade si vous buvez ces bières-là. Après, ne restez pas fixé sur l'idée de ce que c'est une bière vieillie en buvant ce type de bière-là.
évidemment, voilà, il faut essayer vraiment des bières qui peuvent vieillir, quoi. D'ailleurs, si on parle de ça, je pense quand même que les bières brunes vieillissent mieux. Enfin, vieillissent mieux. Je ne sais pas si elles vieillissent mieux, mais je trouve moi qu'elles développent des meilleurs arômes qu'une une bière claire, je veux dire. Après, quand c'est relativement haut en alcool, il n'y a pas réellement de problème. Une triple pourrait vieillir aussi correctement. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, bon, une brune est peut-être moins sensible au changement de couleur, à la madérisation de manière générale. Mais ça dépend tellement aussi des doses de houblon, de certains houblons, de la manière dont c'est stocké. C'est ça. Il y a quand même pas mal de paramètres. Mais il faut... voilà, j'encourage les auditeurs à stocker des bières chez eux et les oublier pendant 20 ou 30 ans. Donc on se donne rendez-vous dans 20 ou 30 ans. Mais de toute façon, même maintenant, en fait, si vous avez des bières qui ont vieilli dans votre cave et que vous voulez vous faire plaisir avec une, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et évidemment, on prendra plaisir à échanger avec vous. Alors, je te propose de passer à la première interview, l'interview commune à tout le monde. Je lance mon petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais la première question, je pense déjà avoir une réponse. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait? Alors, effectivement, ce serait une Rochefort. Oui, j'entends déjà les gens qui me connaissent là dire c'est pas vrai, il la ramène encore avec sa Rochefort. Une Rochefort, oui. Il faut dire quand même que je t'ai un petit peu titillé ici en mettant ça en plus en dégustation. D'au moins 6 mois. D'au moins 6 mois, voilà. D'accord, ok. Donc il faut prévoir les stocks, avoir le roulement. Ouais. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait? Alors, je laisse un peu le suspense. J'entends déjà les gens chez eux. Rochefort. Non, ça serait pas. Je vais dire autre chose. Justement. Donc, j'ai travaillé au Québec. J'ai travaillé au Canada pendant presque 2 ans. Et là, il y a une petite brasserie qui a une quinzaine d'années était petite. C'est la brasserie la Grimoire à Grand-B. Donc ça, essayez de renseignez-vous, allez voir un peu. Ils font pas mal de trucs, dont des IPA. Enfin, ils ont vraiment un large panel de bières. Et c'était franchement une petite brasserie. J'ai eu l'occasion d'aller visiter deux, 3 fois. C'est une brasserie familiale, en tout cas avec une ambiance familiale. Et c'était vraiment pas mal. Oui. Vraiment pas mal, avec une belle réputation. Donc ça a une centaine de kilomètres à l'est de Montréal. D'accord. Et toi, tu avais travaillé là-bas Oui, pour les Trois Brasseurs. Alors de nouveau, j'entends les gens qui disent « Ah, les Trois Brasseurs ». Non, mais il faut savoir que pour les Trois Brasseurs, donc c'est un resto dans lequel toute la bière qui est consommée sur place est brassée sur place. Oui. Donc chaque resto a son brasseur, ou ses brasseurs. Hein. Donc il y a vraiment une production artisanale qui est faite et qui est gérée sur chaque resto. Et on peut retrouver en France des Trois Brasseurs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est originaire de Lille. C'est ça. Ils viennent de fêter leurs 30 ans, je pense. Hein. Oui. Et alors, si je ne me trompe pas toujours par rapport à ce que j'avais déjà lu ou vu, je ne sais plus, je pense qu'ils ont des recettes communes par rapport à tous les cafés Trois Brasseurs. Oui. Et par contre, je sais que les brasseurs de chaque établissement peuvent produire des bières, des recettes de leur composition. Oui. Et donc, même si vous faites un brasseur au nord, enfin 3 brasseurs au nord, vous ne retrouverez pas forcément les mêmes bières plus dans le sud. Donc, voilà, c'est ça. Il y a des bières de base, hein, blondes, blanches, brunes, ambrées, et puis alors des bières éphémères, des bières spécifiques au resto. Oui, c'est ça. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait? Pays brassicole. Ou qui est en instance de le devenir. Oui. Je me dis que déjà aux États-Unis, ils osent pas mal de trucs. Oui.
Je dirais les États-Unis. D'abord, c'est un grand pays, donc j'aurai le temps d'aller visiter un peu tout. Oui, je dirais les États-Unis, voir un peu ce qu'ils font. Hein. Ils ont la particularité... Enfin, tous les pays qui n'ont pas de tradition brassicole, comme la Belgique, hein, Oui. ne sont pas bloqués, justement, dans un carcan historique. C'est un peu le problème. Hein. Ben, On a du mal à sortir de de nos blondes, blanches, brunes, ambrées. Alors parfois une IPA. Hein. Mais je trouve que pour les personnes qui, alors, on en a déjà parlé 1000 fois dans le podcast, les gens connaissent ma façon de voir la chose, mais je pense que celui qui a envie de s'intéresser à ce qui se fait autre que nos grands classiques éternels, alors éternel c'est un bien grand mot, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. Oui. Je pense qu'il y a moyen de trouver des super choses et des trucs novateurs. Enfin, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en Belgique, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ne serait-ce que, je parle souvent de ça, l'utilisation de la bouteille par rapport à l'utilisation de la canette. Oui. Je pense que c'est aussi notre passé brassicole qui nous fait rester là-dedans. Bon, ça commence à changer. Ça mais, change, oui, ouais. effectivement. mais voilà, on a notre passé. Voilà, c'est ça. Ben oui. Ben, il faut être fier. Hein. Il faut être fier de notre passé, de notre savoir-faire. Ben, je crois qu'il faut aussi pouvoir innover, et c'est en train de changer. Hein. Oui, c'est ça. Toutes les brasseries ainsi qui créent. Donc, ce que je voulais dire, c'est notre carcan historique là qui parfois nous empêche. Donc, oui, allez, définitivement, j'irai aux États-Unis voir un peu ce qui s'y passe. Il y a moyen d'avoir pas mal de choses. Et plus que 15 jours. Et plus que 15 jours aussi. Oui. Mais justement, c'est en complément de ce carcan historique, on vit en Belgique l'inverse avec le domaine vitivinicole. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas ou très peu d'historique de vinification et de viticulture en Belgique. Donc on ose des trucs, on voit la superficie des vignobles qui est en train d'exploser. Hein. Je crois qu'on a 700 hectares actuellement, ce qui est quand même pas mal. Enfin, c'est ridicule au niveau mondial, mais enfin c'est pas mal au niveau Belgique. Et alors, on a des climats, hein, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse, qui sont tellement froids qu'il faut qu'on innove. On ne peut pas les chercher à Bordeaux, on ne peut pas les chercher en Alsace, on ne peut pas les chercher où que ce soit. Donc on teste toutes sortes de nouvelles techniques, on teste des nouveaux cépages. Et ce sont les Français qui, bloqués dans leur tradition, dans leur, je sais pas moi, dans une région particulière, au niveau cépage, ils sont bloqués. Ils doivent planter ceci. Oui. Hein, et donc, ils se rendent compte que planter tel cépage maintenant dans le Bordelais ou dans le sud de la France, ça ne va plus avec la sécheresse, avec les problèmes d'irrigation. Donc, ils viennent voir, nous, ce qu'on fait. Oui. Hein, ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on fait comme nouvelle technique, qu'est-ce qu'on plante comme nouveau cépage. Et je pense que le climat joue aussi un petit peu pour nous. Alors, c'est malheureux de dire ça, mais les degrés, enfin je dis pas 40 non plus, mais les quelques degrés qu'on a gagnés, ça nous permet aussi, ce qui ne se faisait pas il y a certainement 200 ans, où là... Mais il faut remonter il y a 20 ans, tout simplement. Hein. Donc actuellement, on a un climat de type champenois en Flandre, au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ouais. Dans notre région, c'est quand même un climat encore très froid. Hein, donc planter de la vigne, c'est peut-être pas encore... oui, c'est possible, on ne saura pas encore faire des... comment est-ce que je vais dire ça? Des vins... ça reste compliqué avec le gel, etc. Mais par contre, du côté de la Flandre, on est en climat champenois, comme c'était en Champagne il y a 20 ans. Oui. On a gagné 1 degré. C'est ça. Et avec l'amplification des changements climatiques, on imagine que ça va malheureusement s'amplifier. Hein. On atteint des températures qu'on prévoyait pour 2050. Et on est en 2023, donc ça c'est le côté un peu moins réjouissant des choses. Hein. Oui, niveau climat, évidemment, c'est une catastrophe, mais c'est vrai que pour le changement par rapport au vin, c'est sûr que c'est bénéfique. Mais sur le fond, c'est vraiment pas bon. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait ? Ou un style, hein. Je le dis à chaque fois parce que je parle d'une bière, mais tu peux aller vers un style. Récemment, ma compagne a goûté les gauzes
salée. C'est ça, oui. Et elle a adoré. Alors que je ne m'y attendais vraiment pas. Donc justement, parfois ainsi des bières un peu plus douces. Oui. J'allais pas dire Rochefort, hein, c'était trop facile. J'allais pas dire Rochefort. Oui. Je pense que tout le monde t'attendait là-dessus. Non, mais c'est vrai que l'accessibilité sur une bière comme ça, qui est même presque pas amère et légèrement acide, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment accessible. C'est accessible. Ouais. Et alors, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait ? Un seul endroit. Ma terrasse, chez moi. Ben, on y est bien. Enfin, je sais pas, je suppose que tu y es bien. Mais c'est l'image que je me fais Oui, voilà. Oui, sur la terrasse. On est bien. Les pieds sous la table. Et là, du coup, je fais un petit coucou à Eric et à Katia qui ont eu sensiblement la même réponse. Donc, Voilà. Écoute, cette interview est terminée, donc je passe sur le jingle et on continue. Alors Nicolas, on parlera de tes différentes activités par la suite, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton cursus scolaire et éventuellement si tu as fait d'autres formations par la suite, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ça ? Oui. Eh bien, j'ai commencé, je ne vais pas dire les années, s'il faut les dire. Alors tu es absolument pas obligé de les dire, maintenant si ça sort, moi ça ne me dérange pas. Bon, je suis sorti de Rayton 97, donc ça remonte déjà. Ouais, mais on n'est pas si loin l'un de l'autre, tout le monde. Voilà, ah ouais, bah tu vois. Et puis alors plus j'ai jeune. fait une année, comment ? Tu fais plus jeune que moi. Ouais, oh, ouf, ça c'est bien ça. J'aime bien, je reviendrai. Avec plaisir, quand tu veux. Je ne sais plus ce que je disais maintenant. Ah oui, en 97, je suis sorti de Rayton 97. Et puis alors j'ai fait une année spéciale sciences. D'accord. En tout cas, comme je l'appelle, c'était la première qu'on dit en VT. Ok. Ce qui m'a très bien aidé, en tout cas au niveau assimilation de matière, etc. Donc ça c'est bien. Et puis alors j'ai fait un graduat, enfin qu'on appelait avant graduat en agro, à Ciney. D'accord. Je suis originaire de Rochefort. Tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. Voilà. Alors tout le monde se dit, oh, il a encore replacé Rochefort dans la conversation. Mais tu n'en peux rien, c'est dans l'ADN. Et donc le graduat en agro à Ciney, et puis alors j'ai fait la passerelle en ingénieur industriel à Ath, en agro toujours, et puis alors une spéciale, à l'époque c'était un DESS qu'on appelait ça, en fermentation, donc vinification, brasserie et fromagerie. Ok. Et donc la fromagerie se faisait en Italie, la brasserie se faisait en Belgique forcément. Oui. Et la vinification se faisait à Bordeaux, enfin les stages en Bordeaux, vendanges à Bordeaux, et les cours théoriques à l'UNIF de Bourgogne. Ok. Et donc, naturellement, je me suis tourné vers la brasserie, où je me suis dit, étant rochefortois, ce serait quand même con de ne pas pouvoir faire de stage à Rochefort. Et donc, j'ai contacté l'abbaye, enfin la brasserie, le père Abbé, qui est le PDG de la brasserie, disant voilà, j'aimerais bien venir faire un stage pour pouvoir par la suite faire mon mémoire. Mais enfin, je me suis dit allons-y mollo, faire un stage. Il n'avait jamais eu de stagiaire, il ne savait pas à quoi ça servait. Oui. Donc, c'est sur un détail où il a accepté de me rencontrer. Parce que sinon, je suppose qu'il se serait dit non, on n'a pas besoin d'étudiants, c'est bon. Il a vu sur mon CV que je m'occupais du club d'astronomie à Rochefort. Et il était passionné ? Et oui, et lui avait une formation de physicien. Ah oui. Ou d'astrophysicien, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça l'avait interpellé. Et puis donc, il m'a convoqué en entretien, on a discuté. Puis j'ai fait d'abord un stage d'observation pendant quelques mois. Et puis, mon mémoire en gestion qualité HACCP pour mettre en place tout ça à la brasserie. Donc, est-ce qu'on peut considérer que si on boit des bonnes Rochefort aujourd'hui, c'est reparti à cause de toi ? J'espère bien. Oui, et l'avantage dans une abbaye, c'est que, surtout chez des bénédictins, on sait bien que ça va être conservé, ça va être amélioré, ça va perdurer dans le temps. Mais la base, oui, effectivement, la base,
Non, ça fait une bonne quinzaine d'années, donc ça a été remanié et remis à jour, hein, mais effectivement, c'est une base. Ils sont partis ils sont restés sur tes bases. Voilà, certainement. Donc voilà comment tu es arrivé. Donc on va maintenant parler d'un tout petit peu plus loin dans ta vie. Si je ne m'abuse, tu enseignes à la Haute École de la province de Liège dans le département des sciences agronomiques à l'Arrêt. C'est ça. Tu y enseignes la microbiologie et la technologie alimentaire. Oui. C'est bien ça. Tu peux nous en parler en quelques mots de cette aventure, je sais pas comment je peux dire ça. Du département ou des cours? De cours en règle générale. Ce que tu dispenses, ce que tu fais. Bon après, on va peut-être pas faire tout le cours, mais. Oui, non, peut-être pas. Non, les cours, les travaux pratiques de chimie organique, par exemple, hein, oui. Avec les deuxièmes bacs. On fait aussi, en technologie alimentaire, tout ce qui est contrôle de labo. Oui. Dosage des protéines, dosage des glucides, dosage de toutes sortes de choses. Je suis plutôt, l'ingénieur industriel en agro et en biotechnologie est un peu un chimiste hybride, hein, entre l'agro et la chimie. Donc c'est plutôt axé labo. Et puis alors, évidemment, la brasserie que je donne, que ce soit en théorie et que ce soit en travaux pratiques. Okay. Vous brassez Oui, on brasse avec du petit matériel style Broulan que tout le monde connaît là. Hein. C'est ça. Oui, on a beaucoup de contact avec les étudiants ont beaucoup de contact avec le produit. Et, moi, c'est ça que j'adore vraiment, ce matériel-là, puisqu'ils peuvent voir, ils peuvent goûter, ils peuvent sentir, oui. Ils peuvent toucher le produit tout au long du process. Et est-ce que le résultat est chaque fois bon ? Non. Mais bon, ce qu'il y a évidemment, c'est qu'ils font une bière, hein, ils font une recette, ils designent leur recette, oui. Et ils font un brassin. Donc réussir une bière sur un seul brassin, ouais, c'est parfois assez compliqué. Mais une innovation cette année, justement, parce qu'il y avait une carotte en plus pour les étudiants, c'est que ils se répartissaient par groupe, hein, le deuxième bac. Et ils travaillaient, donc j'ai eu deux groupes, hein, de bières ils m'ont remis des bouteilles de bière conditionnées avec une étiquette personnalisée. Et on va d'ailleurs la faire brasser. C'était un peu la carotte, c'est que la bière qui était sélectionnée allait être brassée comme bière du département pour l'année académique suivante. D'accord. Et ça va se répéter, ça, alors On espère. On espère faire un événement ainsi, avoir une bière éphémère. Et donc, il y avait quelques contraintes. Moi, je voulais qu'elle soit rousse, hein, pour qu'ils jouent avec le nom l'Arrêt. Oui. Hein, c'est le petit village. Et les red beer, les bières ambrées, donc ils devaient jouer avec ça. Donc voilà. Soyez aux aguets quand la bière sortira, vous en entendrez parler. Alors évidemment, on ne sait pas la brasser chez nous, hein, on la brasse chez Bruno, aux brasseries de Liège. Oui. Donc c'est eux qui font ça. Bon, c'est une bière à façon, oui, on s'en excuse, mais enfin pour le département et pour les étudiants, c'est bien. Mais la recherche et développement a été effectuée sur le campus. Mais de nouveau, je vais reciter de nouveau Eric et Katia parce qu'on a eu un long débat après l'épisode la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Oui. Et Je ne comprends pas les gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre une bière étiquette où c'est bêtement et simplement une bière qui existe déjà et où on a collé l'étiquette, et ces bières qui sont brassées où il y a quand même eu une personne qui a créé une recette et c'est son produit, mais qui n'a pas malheureusement l'infrastructure pour le faire. En tout cas, à un instant T. Donc voilà, je pense que c'est vraiment deux choses différentes et qu'il faut quand même essayer de bien comprendre la nuance entre les deux. Donc c'est pas parce que c'est brassé ailleurs que c'est forcément. Voilà, non, effectivement. Donc voilà. On a parlé de l'Arrêt, enfin de l'école. On peut peut-être aussi évoquer, parce que je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs. Vous avez fait un événement, si je ne m'abuse, à l'Arrêt, donc rencontre autour du brassage et de la bière. Oui. Ça va se répéter. Je pense qu'il y a eu deux éditions. Je ne sais pas.
Oui. Donc la première édition en 2021, où là c'était 13 toutes petites microbrasseries qui n'avaient pas la possibilité d'aller dans les salons, hein, donc ils venaient un jour sur le campus présenter les bières. Ça s'est très bien passé, c'était à l'époque Covid CST, là, donc on a eu 170 personnes, c'était pas mal. L'année passée, et une année sur deux on change, hein. Et l'année dernière c'était une journée d'études. D'accord. Avec des conférences qui s'étalaient sur toute la journée. Oui. Et donc avec des sujets divers, hein, sur justement l'impact des changements climatiques, la culture du malt, la culture du houblon, etc. Hein, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait, on a parlé dans les podcasts de l'Institut Meurice et pas Maurice. Merci de rappeler l'Institut Meurice. J'ai patiné. Où Laurence et Anne sont venus parler, j'ai un trou, je ne sais plus de quoi. Mais en fait, voilà, tu t'es moqué de moi. C'est un sujet passionnant et très intéressant. Voilà. Et alors, donc, cette année 2023, c'est l'année du festival de toutes petites microbrasseries. Donc, on aura une petite quinzaine de microbrasseries. Hein, on vous a dégoté ça. Et donc, vous pouvez déjà fixer la date. C'est le dimanche 15 octobre sur le campus de l'Arrêt, hein, rue du Haftet. Vous tapez Haute École la province de Liège, vous trouvez facilement ça. Dès qu'on a tous les feux verts administratifs, on commencera à faire la pub. Mais enfin, là, pour le moment, c'est la pause hivernale. Donc, dès la rentrée... Hivernale. Qu'est-ce que j'ai dit? Estival, oui. Lapsus. Ah Maurice. Merci Maurice. Voilà. Et tout le monde sera au courant. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a même un changement de nom, si je ne me trompe pas, entre une année et l'autre, ou alors c'était juste adapter le nom. Alors on a changé. Je voulais changer le nom parce que la première année c'était rencontre amateur, rencontre des rencontre amateurs et brasseurs de bière, je pense que c'était. C'est possible. Oui, mais on parlait de brasseurs amateurs et d'amateurs de. Oui, brasseurs amateurs et amateurs de bière. Oui, enfin, j'ai noté ça, mais je t'avoue que je vais pas jurer, je ne sais plus exactement. Oui, et donc, je voulais avoir une écriture un peu plus inclusive, hein, ne pas pas parler tout le temps au masculin, puisque justement il y a un lever de bouclier au niveau du secteur. Eh ben alors là, tu me lances déjà parce que fin d'épisode, je reviendrai avec ça, promis. Ah bon, ok, voilà. Donc voilà, donc on a gardé les lettres évidemment. RABB, c'est rencontre autour du brassage et de la bière. Oui. Voilà. Et donc là, que ce soit une année ou que ce soit l'autre, ce sera ce nom-là. C'est pas parce c'est que ça. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Oui. Ça va, ok. Tu es également formateur à l'IFA PME que les auditeurs vont finir par connaître par cœur. Après, il est vraiment temps que je fasse l'épisode avec Vincent et Julie pour clore le chapitre IFA PME. Tu formes aussi bien en microbrasserie qu'en zytologie. Est-ce que tu dispenses les mêmes cours dans les deux formations, ou est-ce qu'il y a des choses plus poussées dans une que dans l'autre? Alors, en microbrasserie à Villers, forcément, on prend le temps d'aborder toutes les matières premières, le process de fabrication et la gestion qualité de la HACCP. C'est bien de faire une bière, c'est bien de faire une bonne bière, mais il faut que évidemment l'AFSCA puisse venir vérifier et attester que on ne joue pas avec la vie du consommateur. Oui. Est-ce que tu te rappelles l'équivalent en France de AFSCA? Je ne sais pas. AFSA. Voilà. Oui. Donc, ça fait partie d'une réglementation européenne, donc ils ont les mêmes exigences. Donc, voilà. Donc là, c'est si j'ai bonne mémoire, une bonne centaine d'heures. Je vois les étudiants à Villers en une centaine d'heures pour aborder tout ça. En zytologie, évidemment, c'est beaucoup plus light puisqu'on a quelques séances pour faire la matière première, quelques séances pour faire la fabrication. On ne veut pas que les zytologues connaissent à fond le process de fabrication. On veut qu'ils aient des bonnes idées. C'est ça, les bases. Voilà. Et après, alors, s'ils veulent, ils peuvent faire la microbrasserie. Alors, je suis une des exceptions, mais c'est vrai que souvent, en tout cas, mes
mes compatriotes ont fait les deux. Ils ont été d'abord ou en microbrasserie ou en zytologie et ils ont switché sur l'autre, ou ils ont même fait les deux en même temps. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement complémentaire, évidemment. Tu as aussi une société de consultance brassicole qui se nomme Simco Consult. C'est ça. Si je dis bien. Ça s'est écrit comme le houblon d'ailleurs. C'est ça. Oui. Qui peut faire appel à Simco Consult et dans quel cadre en fait? Alors, je me suis surtout focalisé sur les particuliers, donc qui avaient des petits problèmes en fabrication, ou des particuliers qui voulaient justement lancer leur activité en tant que pro, qui voulaient rectifier des recettes, rectifier vraiment des problèmes de contamination. Mais ça reste évidemment à un niveau relativement, comment est-ce que je vais dire ça, amateur averti. En tout cas, mon rôle, c'est pas d'aller en brasserie et commencer à faire du conseil sophistiqué. C'est vraiment pour les brasseurs amateurs avoir des réponses relativement, claires, relativement simples à mettre en place. Oui. Et alors, il y a aussi et surtout des séances de zytologie, donc de la découverte de différentes bières sur des thématiques. Ça peut être les trappistes, ça peut être les différentes fermentations, ça peut être des thématiques ainsi particulières. Et de toute façon, que ce soit pour un ou pour l'autre, les gens peuvent te contacter via le site. Oui, voilà, c'est ça. Tu les dirigeras vers la bonne solution. Voilà, c'est ça. Ok. Tu es fréquemment, je dis fréquemment, je suppose, appelé à être jury dans les concours liés au monde de la bière. Je suppose quand même que c'est pas une activité à part entière, puisque tu nous as dit de toute façon que tu étais prof. Comment est-ce que ça se passe en règle générale? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes? Tu retournes dans certains concours? Enfin, comment est-ce qu'on t'appelle? Alors, il y a surtout le concours interprovincial. C'est la province de Liège. Donc, il y a d'abord les sélections avec les bières liégeoises, et puis il y a la sélection il y a le concours interprovincial qui cette année se fait dans le Hainaut. Dans le Hainaut, oui. Donc voilà, là c'est parce que c'est des collègues au niveau de la province de Liège qui ont mis ça en place. C'est ça. Et puis on travaille en collaboration, que ce soit pour le RABB d'octobre aussi, c'est avec eux qu'on organise ça. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi la pêcherie, c'est ça. Gérée notamment par Sam, qu'il faudrait d'ailleurs inviter. Eh ben écoute, moi je lance l'invitation. Je ne le connais pas personnellement. Écoute. Ouais, s'il nous écoute. Mais je prendrai le contact après et je le contacterai via les réseaux sociaux de toute façon, et on l'entendra peut-être prochainement dans la saison 3. Voilà, oui, exactement. Et c'est quoi pour que les gens sachent, c'est quoi le nom complet Alors oui, c'est la pêcherie Brew Club. Oui. Donc c'est sur Villers-se-Bouillet. Oui. Donc c'est là qu'est le quartier général, et ils organisent des brassages nomades. C'est ça. Donc chacun prend ses casseroles, son matériel, et va brasser, j'exagère, dans un champ, dans un château en ruine, il y a des zones ainsi qui sont définies, il y a des sites et des journées qui sont définies. C'est original, c'est pas mal, l'ambiance est bonne. Et le principe, c'est que ce sont des brasseurs amateurs qui ont leur station de brassage, et on leur adjoint des jeunes padawans, comme dit si bien Sam, s'il nous écoute, des étudiants par exemple de première de Villers, qui viennent de s'inscrire à la formation, qui ne savent pas quel matériel utiliser, à la place de dire achète ça chez Brouland ou autre. Viens plutôt voir au brassage, au brassin nomade, regarde les différents matériels, regarde les différentes personnes, pose des questions avant de pouvoir acheter du matériel. Achète le matériel qui te convient le mieux. Ouais. Moi, je trouve que c'est typiquement l'ADN de la bière et du monde brassicole en règle générale. C'est l'échange et le partage. Donc, c'est vrai que c'est génial. Écoute, vraiment, l'invitation est lancée. S'il peut venir, c'est avec grand plaisir. On parlera Oui, il viendra. Voilà. On a terminé la première partie de cette discussion. Maintenant, on va passer à mon jeu loufoque. Alors cette fois-ci, il est un petit peu moins loufoque que les autres fois, mais rien que le titre est débile à mon image. Vous allez vous allez y voir. Allez, on se retrouve juste après.
Donc, mon petit jeu, je l'ai appelé le Louise. Alors, le Louise, pourquoi le Louise? C'est juste la contraction entre le livre et le quiz. Donc, c'est le Louise. Okay. Ouais, je t'avais dit que c'était débile. C'est pour pas changer. En fait, j'ai pris des petites questions par rapport à ton livre. Alors, si t'as oublié quelque chose par rapport à un livre de près de 300 pages, on ne va pas t'en vouloir, qu'on soit bien d'accord. Ouais. Mais voilà, j'ai quelques petites questions. J'ai 6 petites questions par rapport à ça. Alors, la première question. Combien de litres d'eau faut-il en moyenne pour faire 1 litre de bière? Et dans le livre, c'est une fourchette. Est-ce que tu te rappelles de la fourchette? Oh oui, il faut voir si c'est chez AB InBev ou pas. Évidemment, dans les grands groupes, ils peuvent descendre en dessous, ils sont probablement en dessous de 3 litres. Hein. Entre 3, 5 et 6 litres, ça dépend un peu des brasseries. Donc ici, dans le livre, c'est 2,5 à 6 litres, donc je pense que tu inclus un peu tout le monde. C'est ça. Première bonne réponse. On va pas juger. Et qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je pourrais une dégustation trop four, c'est peut-être bateau. On va en parler après. On essayera de trouver. L'orge est une céréale, mais de quelle famille de céréales fait-elle partie? Alors, attendez. Si je peux aiguiller, ça commence par un P. Oui, les poacées. Oui, c'est bien ça. Oui, je confonds parce qu'il y a l'ancien terme, c'est... Je ne sais plus. Enfin, alors, bref. Je t'avoue que je ne l'ai pas relevé et je suis incapable de te le dire. Oui. Mais c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qui a contribué à ce que l'UNESCO reconnaisse en 2016 la culture de la bière en Belgique comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Qu'est-ce qui a contribué, tu veux dire quoi? Mais dans ton livre, tu dis qu'il y a quelque chose qui a certainement contribué à ce que l'UNESCO mette la culture de la bière à l'honneur. Ah là, tu me colles. C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Si je te parle de fermentation. Ouais. Dans le livre, tu parles des 4 types de fermentation. Et donc, oui, d'accord, oui. Qu'on est le seul pays dans le monde à faire les 4 types de fermentation de manière naturelle. Okay. C'est ça. Ouais. Je fais des pièges, je sais pas. Oui. C'est pas... Alors la suivante, là je peux dire que c'est une crasse. Parce que franchement, si tu vas me chercher la réponse de ce truc-là, même si elle est dans ton livre, c'est fort. En plein pic saisonnier de production, une soutireuse automatique peut tourner à combien de bouteilles conditionnées par heure? Justement, ça dépend lesquelles. Il y en a, à mon avis, celle-là, c'était les toutes grosses. Hein. Parce que si une petite brasserie artisanale sort autant de bouteilles, franchement... Non, c'est les toutes grosses qu'on peut trouver dans les grands groupes. C'est bien ça, oui. 200 000, 250 000. Ici, dans l'exemple du livre, c'est 150 000. 150 000. Donc ça correspond à 42 bouteilles par seconde. Oui, c'est déjà énorme. Hein. Ouais. Faut pas se tromper d'étiquette. Ouais. Et alors je pense que tu en parles dans le livre, mais je trouve que c'est une info. Enfin, à l'époque, j'avais été relativement content de savoir ce petit détail. Alors ça ne va pas vous faire avancer la journée plus vite, mais par rapport aux inscriptions qui sont dans le verre en dessous de la bouteille, on parle souvent de millimètres. Est-ce que tu peux expliquer, enfin si tu veux bien, sinon je le fais, mais l'histoire des millimètres, pardon. Mais donc c'est pour régler la soutireuse tout simplement. Hein. Oui. Donc en fonction de la bouteille et des gabarits qu'on met pour le système de soutirage, on a la mention exprimée en millimètres. Vous pouvez regarder chez vous là qui nous écoutez, si vous avez une bouteille, même pour les bouteilles de vin, hein, il y en a certaines qui les mentionnent. Donc vous regardez à la base de la bouteille et vous avez une mention exprimée en millimètres qui correspond à la distance entre le sommet du goulot et l'interface de bière. Donc quand vous atteignez les 40 ou 42 millilitres, hein, je crois, à mon avis pour celle-ci c'est du 40 millimètres. Millimètres, j'ai dit quoi? Millilitres. Non, millimètres. C'était pour voir si tu suivais. Oui, je t'écoute. Les 42 millimètres, on peut mesurer ainsi 42 millimètres et on sait que la bouteille est
est rempli à 33 centilitres. Donc sans mesure extraordinaire, outil de mesure extraordinaire, vous pouvez mesurer vous-même si on vous a bien mis vos 33 centilitres dans la bouteille. Sans la capsule, évidemment. Oui, sans la capsule. Il faut décapsuler. Oui. Parce que sinon on va vous le voler à chaque fois. Et alors la dernière petite question, est-ce que la position des zones de perception des 5 goûts primaires est bien définie sur la langue et est-elle identique chez tous les êtres humains? Alors, ça évidemment c'est toujours la légende urbaine. Le grand débat, ouais. Partout. Et il y a encore quelques années, là je suis tombé sur un fascicule, c'était Abbé InBev qui faisait ça, je crois que c'était pour l'EF, où ils expliquaient, ils faisaient de la zytologie, ils disaient quel plat à parier avec tel lef. Oui. Et il y avait ce fameux schéma de langue que tout le monde connaît, avec là c'est sucré, acide, amer, etc. Donc, effectivement, chaque individu a des papilles partout avec des zones spécifiques, oui, mais qui est définie de manière génétique, donc entre parents proches génétiquement. On peut avoir des similitudes, mais sinon, ça dépend vraiment des individus à l'autre. Voilà. Donc c'était bel et bien non. Donc c'est encore une bonne réponse. Et ben voilà, le petit jeu est terminé. Donc écoute, je vais essayer de trouver ce que je peux ce que je peux offrir pour le guet. Je te propose de revenir à la discussion autour de l'invité. Par contre, j'ai un petit mot par rapport à notre dégustation, pardon. Oui. Maintenant, évidemment, on sent clairement que la vieillie est beaucoup plus plate que l'ancienne, qui elle reste évidemment bien soutenue en pétillance, mais le goût est toujours là et on a toujours ce petit côté madère, ce petit. La preuve, c'est qu'on a fini le verre. Hein. Mm-hmm. Presque. Moi presque. J'ai fini l'autre, mais presque, oui. Écoute, je lance le petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, je ne sais pas si on attend encore un tout petit peu pour l'autre dégustation, si on se la verse tout doucement. Je ne sais pas ce que tu préfères faire. On termine tranquille. Comme tu veux, je ne sais pas. Est-ce que... Ah oui, ou alors on va les verser ainsi. Mais j'ai de l'eau, si tu veux rincer. Ah oui, voilà, c'est ça. Tiens, pardon. Alors, comme toujours, les gens le savent maintenant, mais la table est super pour le podcast, mais pour se passer les affaires, c'est un peu trop grand. On dirait un peu la table Poutine. Oui, c'est ça. Tiens, tu peux verser dans... Ah oui. Hop. Donc, vous entendez tous les préparatifs. On va rincer nos verres. Alors, il y a quand même un arrière-goût réglisse aussi qui reste. Sur la vieillie ? Oui. J'ai pas relevé ça, tiens. Mais en fait, tu ne me l'aurais pas dit. Je pense que je n'aurais pas été vers réglisse, mais là, tu en as parlé, donc j'ai envie de dire oui. Mais honnêtement, je pense que moi, je l'aurais pas décelé. C'est le problème des dégustations commentées, c'est que. Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est une bonne chose l'échange, parce que justement, parfois, on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on goûte. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'on se laisse souvent influencer par ce qu'on entend. Alors, Nicolas est en train de nous verser la suivante. Donc la Rochefort 10, qui elle est vieillie depuis combien on a dit 2006. 2006. Fabriquée en 2006. Plus de mousse, on dirait. Je suis à plus de mousse, oui. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle retombe. Alors là... Donc ça, c'est la Trappiste 10, donc degré belge 10. Ça veut dire que la densité initiale avant fermentation est de 1100. Donc c'est déjà costaud, hein, oui. Ça fait 25 degrés plateau. On ne sait avoir évidemment ça qu'en rajoutant de sucre pour augmenter la teneur en sucre. Et petite question, petit quiz, c'est quel sucre qu'on rajoute pour voir si tu as bien écouté les cours que j'avais donnés, tu te souviens? Quel sucre est-ce qu'on rajoute à Rochefort? Oh, je suis incapable de te le redire. Du candy.
Cassonade. Ouais. Donc pour augmenter, atteindre vraiment les 25 degrés plateau. Oui. Pour atteindre au final 11,3 sur l'étiquette, mais enfin on est entre 11 et 11,5. Voilà. Oui. Alors au nez, alors peut-être d'abord la regarder, mais elle est plus intense, donc elle est plus brune, mais par contre, alors je suis toujours d'accord avec toi, pour moi elle a toujours ce reflet rouge. Il est bien là. Je ne comprends même pas qu'on puisse qu'on puisse dire que c'est pas le cas. C'est peut-être parce qu'elles sont particulièrement limpides, oui. Enfin brillantes. C'est ça, là, oui. le terme brassicole. Elles sont vraiment brillantes et bien décantées. Oui, mais en fait sur la 2023 qu'on a goûté en premier, je trouvais que moi je trouvais qu'elle avait quand même ces reflets rouges. Et tu t'as parlé de reflets orangés plus pour la vieille. Oui, pour l'oxydé. Oui. Ouais. Mm-hmm. Alors de suite au nez, je trouve que c'est plus intense. Là, on a plus d'arômes. C'est toujours un peu noix, mais moins marqué que la wheat. En fait, on a une impression j'ai une impression de noix, mais avec alors on sait pas sortir du sucre, mais de quelque chose de plus gourmand. Sucré, oui. Alors dans la Rochefort, je ne sais pas si tu peux, si tu sais en parler, mais est-ce que la levure utilisée est vraiment typique? Est-ce que c'est elle aussi qui donne le profil de la bière? Oui. Donc il y a une souche de levure pour la Rochefort. Je dis ça parce que historiquement avant il y avait un mix de plusieurs. D'accord. Mais c'est une souche particulière et qui donne cet arôme de réglisse qu'on va retrouver, qui est vraiment la signature de la Rochefort. D'accord, ok. On a aussi, je trouve, le caramel. Oui, c'est ça. Caramel, sucré, noix. Ouais. Mais, je le redis, mais plus intense que sur la wheat. En tout cas, j'ai l'impression que ça me vient plus au nez, en tout cas. Mm-hmm. Est-ce qu'on la goûte? Allez. Santé. Goûtons ça. Chin. Alors, ultra rond. Évidemment, la chaleur de l'alcool est bien présente. Tout comme l'autre tout à l'heure, c'est vrai qu'on a chouïa plus de mousse, mais elle pétille toujours. On voit d'ailleurs quand on regarde par le dessus du verre aussi que ça pétille toujours aussi. Mm-hmm. C'est vrai que ça. En plus, on l'a à température. Ici, elle a eu le temps de se réchauffer correctement depuis qu'on a commencé le podcast. Et c'est vrai que l'alcool est bien présent, très très long en bouche. Oui, c'est ça. On sent vraiment qu'on garde ce côté alcool par la suite. Chaleureux. Oui, c'est ça. Un peu bière de Noël. Exactement. Exactement. Après, la température de service doit certainement jouer aussi par rapport à notre sensation, parce que frais, j'en aurais peut-être pas ce ressenti. Ça aurait peut-être été péché de la boire à 4 degrés. Ah oui, parce que on serait passé à côté de plein de choses. Voilà, c'est ça. À cette température-là, les molécules aromatiques restent en solution et ne vont pas justement être dégagées. Donc c'est un sacré. Des bières de dégustation, les boire froides, pour moi, ça reste un sacrilège. Ouais. Mais c'est vrai que les passionnés. Je sais que j'ai des amis, je pense surtout eux, qui apprécient boire Norval régulièrement. S'il va dans un café où il sort l'Orval du frigo, il n'est pas spécialement content. Mais bon, c'est vrai que je peux le comprendre. Après, dans les cafés, ils n'ont pas spécialement toujours l'opportunité de... Non, voilà, c'est ça. Parce qu'il faudra un frigo à 12, un frigo à 16, un frigo à 17, un frigo à... Bon, alors soit tout va dans le frigo à 4,
Ça reste à l'extérieur. Mais alors, je préfère une tempérée. Mais oui, c'est vrai, il y a les contraintes. Et puis alors, il y a les personnes aussi qui ne connaissent pas Enfin, pour eux, une bière, ça se boit froid, et que ce soit n'importe quelle bière, ça doit se boire froid. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut pour le plus grand nombre, mais 12 à 14 degrés ici pour les trappistes. Ils mentionnent. Ouais. Température de dégustation. Ouais. Alors, j'ai souvent entendu, et ça ne vaut pas pour toutes les bières, mais c'est vrai qu'il y en a souvent qui disent que ils boivent la bière à la température qui équivaut le degré d'alcool. Après, ça ne vaut pas probablement pour tout, mais voilà. J'ai souvent entendu cette pseudo-règle. Parce que le caractère aromatique, enfin quoique, on pourrait peut-être dire que le caractère aromatique suit le pourcentage en alcool, mais enfin... Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais de ta compagne qui avait goûté une gauze. Voilà, la gauze, on va pas la boire à 12 degrés. Enfin voilà. Ouais. Je pense que c'est pas une règle universelle, mais on n'est pas spécialement dans le faux tout le temps avec c'est ça. avec ce petit détail-là. Donc, on revient à la discussion autour de l'invité, pardon. La deuxième partie du podcast va être vraiment axée sur le livre et tout ce qui est lié. Je voudrais commencer par te demander d'où est venue l'idée d'écrire Technologie brassicole. Et est-ce que c'est de ta propre initiative ou est-ce que ça a été une demande extérieure ? Alors, justement, c'est une fameuse histoire, ça, puisque moi, quand j'ai fait mes études, il y a 20 ans, ça ne me rajeunit pas, on écoutait ce que le prof disait, on notait tout, on n'avait pas de syllabus écrit, on n'avait rien du tout. Oui. Pour trouver des infos, on devait aller en bibliothèque. Il n'y avait pas Internet, ou bien c'était vraiment le tout début. Et donc, à cette époque-là, je me dis, mais bon sang, on n'a aucun livre en français, parce qu'il y avait de l'anglais, mais enfin, c'est quand même parfois un haut niveau. Il n'y a pas de livre en français enfin, quand je dis de référence, ça peut sembler prétentieux, mais en tout cas, il n'y a pas de livre en français qui explique la base du procédé de brassage. Donc, je m'étais dit, allez, ça, je le garde dans un coin de ma tête. Le jour où j'aurai l'occasion d'écrire un livre sur la brasserie et écrire comme j'aurais voulu le lire, moi, en tant qu'étudiant, je le ferai. Et puis alors, maintenant ça date, c'était en 2017, 2016-2017, où les éditions de la province de Liège, qui était une société d'édition liée à la province de Liège, forcément, venaient rencontrer tous les profs de haute école, de la haute école de la province de Liège, en disant, voilà, on peut vous aider à faire un syllabus avec un look vraiment professionnel. Oui. Et si le sujet est considéré comme pertinent, il peut être vendu à l'extérieur. Donc pas uniquement pour les étudiants. À la base, c'est le syllabus, le syllabus pour les étudiants, mais il peut être vendu à l'extérieur. Je me dis, bon, c'est maintenant ou jamais. Et donc, là, j'ai rédigé pendant plusieurs mois, lire, relire, repasser pour les coquilles, les fautes d'orthographe, etc. Puis à un moment donné, de toute façon, on ne voit plus rien. Et puis alors, on se dit, tant pis, allez, ça va, on l'envoie, et puis c'est bon. Oui. Donc, il y a eu la première édition, qui était quand même pas encore comme je voulais. Donc, rapidement, l'année suivante, on a attendu l'épuisement, et rapidement, l'année suivante, on a relancé une deuxième édition qui était corrigée. Justement, j'en profite pour te poser du coup la question suivante, parce que justement, tu viens de parler de quelques mois. Je te demande combien de temps ça t'a pris d'écrire le livre, et est-ce que tu repars chaque fois d'une page blanche, et c'est quoi les étapes pour écrire en somme. Donc je pense que ça rejoint ce que tu allais dire. Mais en fait, pour réécrire, j'avais déjà un syllabus avant la première édition, j'avais déjà un syllabus, mais qui était tellement, enfin maintenant avec le recul évidemment je m'en rends compte, mais tellement mal agencé, mal structuré, etc. Je me dis, je vais réutiliser des parties. Et puis pour finir, c'était tellement compliqué que j'ai décidé de tout réécrire, de la table des matières jusque la fin. Oui. Donc j'ai écrit, j'ai fait tous les chapitres. Oui. Et puis j'ai rempli, je partais dans mes délires d'écriture. Et puis la deuxième version corrigée.
Et puis alors, l'année passée, début d'année 2022, bon, les éditions de la province qui me contactent en disant, voilà, on est désolé, mais on est dissous. Oui. Visiblement, à la province, ils considéraient que les éditions de la province de Liège n'avaient plus lieu d'être. Donc, ils ont chargé, évidemment, les responsables des éditions de la province de trouver un nouvel éditeur pour les auteurs. En tout cas, pour les auteurs qui avaient des bouquins qui se vendaient vers l'extérieur, Oui. pour ne pas arrêter l'histoire là d'un coup net. Et puis alors, c'est ça que j'ai rencontré avec les éditions de la province de Liège. On a été visiter, rencontrer Edipro, oui. Luca Venanzi, qui gère ça. C'est sur Serein, donc c'est vraiment du local. Et puis alors, voilà, le feeling est bien passé. On a travaillé ensemble. On a sorti cette 3e édition. Comme on changeait d'éditeur, je me suis dit, c'est l'occasion de refaire encore, remodifier, réaméliorer les visuels, rajouter toute une série de choses, dont le chapitre sur tous les défauts organoleptiques d'une bière. Ça, c'était pas là avant. Donc voilà, donc il y a pas mal eu d'améliorations. Et voilà. Bon, je ne vais pas le dire. Il y a encore quelques petites coquilles, mais enfin, bon, je crois que c'est inévitable. Ouais, je pense. Inévitable. On va. T'as déjà répondu à certaines choses des prochaines questions, mais c'est pas grave. On va retourner ça correctement. Mais comment est-ce qu'on se documente pour faire ce genre de livre, quand même technique, puisque, enfin pas quand même, il est technique. Pour ceux qui ont lu le livre, ils pourront évidemment voir toutes les sources que tu références dans ton bouquin. Est-ce que tu as lu tous les livres que tu mentionnes? Est-ce que tu as lu tous les articles que tu mentionnes? Ah oui. Je ne fais pas comme les étudiants qui rajoutent des sources biblios sans aller les lire. Non, évidemment, moi, j'ai rien créé dans ce livre. Oui. Ce que j'ai fait, c'est faire un recensement, un état des lieux actuel en termes de connaissances. Et quand il y a des pistes, parce qu'il y a encore pas mal de choses, évidemment, qu'on ne connaît pas en brasserie, s'il y avait vraiment des moments où les experts nous disent, il y a plusieurs possibilités, moi, je présente la possibilité qui est la plus, acceptée dans le monde brassicole, tout en disant, on verra bien dans 5 ans ce que ça va dire. Si parmi les auditeurs, il y en a qui ont connu les autres versions, à un moment donné, je vous parle de Dequera bruxellensis, qui était, tu t'en souviens, voilà, oui. De Dequera, parce qu'on était persuadé que cette Dequera qui est, donc, souche présente à Bruxelles. Qu'on disait présente à Bruxelles. Voilà, c'est ça. Oui, et donc c'était une souche qui a la particularité de sporuler. Donc de résister, etc. Donc on s'est dit, on a trouvé la solution, c'est pour ça qu'on la retrouve sur Bruxelles, elle est résistante dans l'eau de brassage, elle résiste, on la retrouve par après au niveau du développement. Et puis après quelques années, 10 petites années, on s'est rendu compte que dans toutes les analyses de bière qu'on a fait, on ne retrouve pas justement cette Dequera. Donc je reviens dans cette 3e édition, je reviens en arrière et je reparle de Brettanomyces, qui est la souche non sporulente, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, parce qu'on n'a pas encore mis en évidence la Dequera. Et probablement qu'elle n'y est pas. Donc c'est bien des Brettanomyces. Donc voilà, c'est toutes des informations complémentaires. Pour le Whirlpool aussi, j'ai rajouté le paradoxe de la feuille de thé. Allez voir ce que c'est. Donc pourquoi est-ce qu'on touille dans une cuve, on a des phénomènes de convection ou de pseudo-convection. En tout cas, pourquoi est-ce que le trup vient se déposer sous forme de cône, c'est ça, et qui n'est pas plaqué le long des parois? C'est le paradoxe de la feuille de thé qui a été justement démontré par Einstein il y a une centaine d'années. Donc voilà, toutes des petites anecdotes ainsi de brassage, toutes des améliorations. Oui. Voilà, moi je me suis éclaté, en tout cas en l'écrivant, ça c'est sûr. J'espère que en lisant aussi, les gens ont apprécié, mais c'est le retour que j'en ai, et ça fait évidemment plaisir. Évidemment, oui.
D'ailleurs, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Donc ici, tu en as déjà un petit peu parlé de la maison d'édition et pourquoi ça a changé. Mais c'est quoi, en somme, les grosses galères qu'on a quand on veut publier un livre enfin, en règle générale, est-ce que tu as eu des contraintes, ne serait-ce que de temps, par exemple, est-ce qu'on t'a demandé ça pour une certaine deadline, beau mot anglais. Oui, parce que la rentrée littéraire, c'est en septembre, hein, en septembre de chaque année. Donc, il fallait que toutes les versions soient sous presse début juillet. D'accord. Donc là, j'avais vraiment la date limite qui était fin juin pour remettre les dernières versions corrigées pour que ça puisse être imprimé. Ouais. Et ça, par exemple, tu dis les dernières corrections, tu fais relire par des personnes. Tu dois faire intervenir des correcteurs. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Par l'orthographe, pour l'orthographe aussi, pour la tournure des phrases. Oui. Hein, parce que bon, il paraît que toute personne qui écrit est un peu dans un monde à part. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai écrit, je suis complètement dans ma bulle. Et il y a certaines phrases, rarement, mais il y a certaines phrases, après je les relis, je ne comprenais pas ce que je voulais dire. Donc là, je me dis, il doit y avoir un bug. Donc là, je reprenais les choses correctement. Mais sinon, dès que j'étais concentré sur le sujet, alors ça partait... Et c'est quoi en fait alors je vais parler de routine, mais comment est-ce que tu te mets en comment est-ce que tu te mets dans ta bulle? Enfin, je sais pas, est-ce que tu dois être dans un bureau? Est-ce que tu dois Alors, je pourrais te dire oui. Le seul problème, c'est que la première édition, donc en 2017, c'est l'année où j'ai retapé mon appartement, où j'ai à peu près tout abattu. Où tout a été refait. Bon, alors, je n'ai pas fait tout moi-même. On a fait une partie... j'ai fait une partie avec les entrepreneurs, mais sinon, il y avait des hommes de métier qui devaient travailler. Et en l'occurrence, une femme de métier, je vous raconte l'anecdote, c'est une amie qui est peintre. Comment est-ce qu'on dit ? Enfin, son boulot, elle est peintre, et alors elle devait revenir plâtrer, et puis alors après avoir plâtré, évidemment, on doit poncer, puis mettre en couleur. Et donc, dans mon appartement, qui était complètement délabré, complètement HS, je m'étais fait une sorte de petit bureau avec mon ordi pour pouvoir travailler, et c'était, en tout cas pour la mise en couleur, au final, je demande à mon ami qui a un petit bout de femme, mais fameusement costaud, là, qui manie là, les pinceaux et tout ça pour peindre au plafond. Il faut une fameuse carrure. Et elle me dit, est-ce que je peux mettre un peu de musique ? Bon, je dis, oui, écoute, pas de problème. Là qu'elle met la musique, c'était du hard metal ou un truc ainsi. Je me dis, c'est pas possible, je ne vais pas réussir à écrire dans ces conditions. Et en fait, je me suis mis devant mon ordi, je me suis mis dans ma bulle, et qu'elle soit là ou pas, hard metal ou peu importe quoi, ça n'a pas changé, j'ai écrit. Donc ça, c'était la petite anecdote. Mais enfin, et tu y es arrivé avec... Oui, ça, oui. Eh ben, félicitations. Voilà, c'est ça que je dis. Franchement, quand je suis parti dans ma bulle, c'est parti. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, une mouche qui vole, je l'entends. Donc... ton livre est paru aussi dans une version suisse, qui n'est pas de la même maison d'édition, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ton ouvrage est également disponible en e-book pour les amateurs du numérique. Oui. Est-ce qu'il y a des adaptations par rapport aux versions ou c'est juste une... Non, parce que même pour la version suisse, c'est la version ici. Vous verrez que pour nos amis francophones suisses et français, forcément, il y a chaque fois quelques petites remarques ou quelques anecdotes par rapport à la Suisse ou la France, notamment au niveau de la législation. Mais le contenu ne change pas. Oui. Il y a une chose qui change, c'est la couverture. Oui, c'est ça. Voilà. Donc pour la version suisse, c'est une version différente, mais sinon, le contenu ne change pas. Et la version e-book, si je me souviens bien, c'est la version belge qui est disponible en version e-book. Ouais, il y a juste une chose c'est complètement anecdotique, mais il y a juste une chose qui m'a sauté aux yeux dans la version e-book, c'est que toutes les références sont à la fin du chapitre.
Enfin, en tout cas, Ah oui. je pense que c'est comme ça que je Je l'ai l'ai lu. pas vu. Je t'avoue, je ne l'ai pas vu. Que dans le livre, c'est à chaque fin de page, mais Ah oui. sinon, honnêtement, Ouais. c'était exactement la même chose. Mais un référencement académique se fait quand on a cité l'information. Oui. Évidemment. Là, si c'est cité pour la version e-book, si tu me dis que c'est en fin de chapitre, c'est embêtant. Mais enfin. Écoute, on regardera ensemble parce que pour te dire la vérité, tu es le premier livre que j'ai lu comme ça en e-book, alors que j'avais la version papier. Oui. J'ai trouvé ça ultra pratique. Parce qu'on peut lire partout et quand on veut. Après, il y a toujours les amoureux du livre et je suis content d'avoir acheté la version papier. Mais je me suis surpris à lire très vite sur la version e-book. Ah Donc, oui. mais on en reparlera en off, on regardera ensemble. Mais tu vois, par exemple, si on a le temps, juste une anecdote par rapport aux e-books, pour remettre ici la version à jour, la 3e édition, Sonia Collin de l'UCL venait de sortir en juin le traité de brasserie, qui est une remise à jour du mythe ou de la Bible du brasseur qui est cours de brasserie de Jean de Clercq. Donc en 2 tomes, je me dis, il me faut ça. On arrivait fin d'année, j'étais à ma deadline, on en parlait tout à l'heure. Donc les versions papier se sont arrachées, donc ça n'allait pas. J'ai commandé les 2 versions e-book. J'ai fait toutes les informations sont sur base de l'e-book. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais su sauvegarder l'e-book sur mon ordi. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment pas pratique. Moi, je ne suis pas un fan de l'e-book. Je préfère la version papier. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que ton livre est bien fait parce que ergonomiquement parlant, il est facile à tenir, par exemple. Mais quand tu parles de classique, j'ai en tête les saveurs gastronomiques de la bière. C'est une pénitence pour tenir cette brique de 600 pages. Et ça, malheureusement, je l'ai jamais trouvé en version e-book. Oui. Et je pense que ce serait vachement plus agréable de pouvoir le lire comme ça. Mais voilà, ton livre est beaucoup plus accessible en termes de... enfin, pour le tenir, en tout cas, c'est vachement plus simple. Oui. Et l'avantage de l'e-book, c'est que quand on l'a dans sa tablette ou son GSM, quand on l'emporte, enfin, je veux dire, on l'a toujours avec soi. Que c'est vrai que le livre, je ne le prends pas spécialement toujours avec moi. Mais voilà, j'ai les 2 versions et je me suis surpris à aimer la version numérique, en tout cas. Ah oui. Oui. Mais il y avait une demande aussi du Québec. Oui, c'est ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les Québécois ne sont pas anglophones. En tout cas, ne maîtrisent pas l'anglais. Et donc, ils étaient demandeurs aussi d'avoir une version en français. Mais alors, oui, quand je faisais la vente, parce qu'à un moment donné, je faisais aussi la vente de mon bouquin, le problème, c'est que il y avait 30 € de frais de port pour un livre qui en coûtait 20, quoi. Ah oui. Donc, il y a que un Suisse et un Québécois qui ont voulu absolument avoir une version, mais sinon les autres disaient bon, on va attendre la version e-book. Mais alors la version e-book est quand même sortie ici, donc voilà, c'est bien. Bien. Ouais, je pense que ça, chaque édition a son public. Voilà. Tu as eu l'occasion de faire des présentations publiques de ton livre, des séances de dédicaces. Tu as également fait des foires du livre, si je ne me trompe pas. Oui. D'abord, est-ce que ça t'a plu d'aller à la rencontre des gens? Et quand tu les as rencontrés, c'est quoi le profil des lecteurs de Technologie Brassicole? C'est destiné à qui? Alors, c'est destiné, comme on en parlait tout à l'heure, c'est d'abord un syllabus pour mes étudiants. Et donc, j'en ai profité aussi pour l'adapter pour les microbrasseurs de Villers-Bouillet, parce que c'est aussi le syllabus. Donc, les étudiants ont ça comme syllabus. Évidemment, je vais moins dans les détails à Villers, en IFA PME, qu'avec mes étudiants deuxième bac en bac agro. Oui. Mais sinon, le syllabus reste le même. Donc, c'est d'abord les étudiants et puis toute personne qui n'a peut-être pas de notion de science, mais qui veut en apprendre plus sur le process de brassage. Donc, c'est pas destiné
je vais dire, à des personnes qui maîtrisent le process, qui connaissent les sciences ou qui connaissent la chimie, la biochimie, etc. C'est vraiment rendre abordable. En tout cas, j'espère. J'ai fait ça de manière humble. Je veux dire, c'est pas par prétention que je dis ça, mais c'est rendre accessible. Une technologie qui peut parfois... c'est de la chimie, c'est de la chimie, c'est de la physique, et c'est de la physico-chimie forcément, et donc il faut des notions, il faut certaines notions. Mais est-ce que tu as dans les salons, pardon je t'interromps, est-ce que tu as dans les salons des, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais des monsieur tout le monde, ou des madame tout le monde, qui sont venus te trouver en disant je m'intéressais pas spécialement au monde de la bière et j'ai lu ça. J'ai l'impression qu'il faut quand même être un tout petit peu intéressé par le sujet, évidemment. Voilà. À la foire du livre, etc., non. Dans les salons, il n'y a pas de personnes qui ne sont venues me dire voilà, j'ai découvert votre livre, etc. Par contre, dans les étudiants, que ce soit des étudiants de Villers, des étudiants en Zito, un peu moins peut-être en Zito, mais en tout cas, ou des étudiants de bachelier, ici à la Haute École, là, par contre, j'ai parfois, et même aux portes ouvertes, à des gens qui viennent en disant voilà, oui, mon fils a lu Technobrassicole, il veut faire la brasserie, etc. Donc, il y a un retour par rapport à ça. Dans les foires du livre à Bruxelles, c'est quand même très littéraire, mais pas littéraire scientifique, plutôt littéraire au sens pur. Oui. Donc, typiquement, quand même, clairement orienté sur les élèves, comme c'était le projet à la base. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Quelqu'un, en tout cas, qui veut en apprendre plus et qui veut faire l'effort d'en apprendre plus sur le process de fabrication. Oui, c'est bien ça. Tu en as un petit peu déjà parlé tout à l'heure, mais on sait que le monde brassicole évolue en permanence. Est-ce qu'il y aura une édition 4 de technologie brassicole ? Alors, ce qu'il y a, c'est tellement tentant. Comme on dit au Québec, tabarnak, c'est tellement tentant, calice. Mais ce qu'il y a, en fait, il ne faut pas que je tombe justement dans ce travers-là, puisque j'augmente le livre entre la version 1, entre l'édition 1 et la 3e édition ici. J'ai déjà fameusement augmenté les quantités. Je n'ai pas envie de me retrouver avec une brique. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je vais essayer de me limiter. Améliorer encore, il y a des choses à améliorer. Et puis alors, il y aura dans quelques années une remise à jour. Parce que oui, tout ce que j'avance ici au niveau du livre, ça ne peut pas rester fixé pendant 15 ou 20 ans. Donc remettre à jour toutes les infos, vérifier ce que je dis est toujours d'actualité, oui. Maintenant, au niveau contenu, je ne pense pas. J'ai envie, mais il ne faut pas. Il faut pas parce que sinon on va perdre justement l'essence du livre qui est de s'adresser à des personnes qui sont, je veux dire, des personnes lambda qui commencent à brasser et qui veulent peut-être en apprendre plus sur le process. Oui. Alors ça, je te le dis d'office, c'est une pour me faire plaisir à moi. Pourrait-on voir un jour, éventuellement, un livre de Nicolas Imbrecht sur un sujet plus ciblé encore, comme par exemple les joies de la fermentation, donc quelque chose de beaucoup plus ciblé, ou alors peut-être, et c'est là que je me suis fait le petit kiff, un autre sujet, je ne sais pas, peut-être un recueil de dilemmes et compromis, par exemple. Et ça, c'était pour Je pensais que tu allais me parler de Rochefort. Non, de compromis. Moi, ça m'a marqué, les compromis. Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu pourrais éventuellement un jour aller plus en profondeur et pas spécialement par rapport aux rééditions, comme on vient de le dire, puisque c'est pas ton souhait, mais voilà, des choses plus approfondies ou peut-être même, je ne sais pas moi, sur des matières premières justement, ou enfin, que sais-je. Alors, pour répondre à ta question, c'est facile. Je me considère, oui, comme ingénieur brasseur, mais généraliste. Comme un médecin généraliste, oui. C'est-à-dire que y a le généraliste et puis alors il y a le spécialiste pour les différents points qui peuvent être développés. Donc là, je me considère avoir trouvé ma place en tant que généraliste. Oui. Et s'il faut des infos complémentaires sur les houblons, il faut aller voir. Il y a des ingénieurs brasseurs qui sont spécialisés
en houblon qui sont spécialisés, en malt qui sont spécialisés, en défaut de fermentation, etc., etc. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté généraliste, pédagogique. Oui. Parce que bon, je suis quand même prof à la base, effectivement, et je crois que ça se ressent aussi au niveau du livre, en tout cas j'espère. Donc c'est donner aux gens l'envie d'en apprendre plus par rapport au syllabus. Oui. Voilà. Bah ok. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais évoquer en plus sur le livre? Sur le livre. Que je vais d'ailleurs profiter, parce que de nouveau, j'espère qu'un jour, on ne sait jamais, mes vidéos seront montées, et j'espère avoir la 14e édition. Donc je le montre quand même à la caméra. Je ne sais pas si tu veux ajouter par rapport au livre. Ben, pas spécialement, en tout cas qu'on peut le trouver à peu près sur toutes les plateformes, que ce soit en e-book, oui. Toutes les librairies aussi, Fnac, qu'est-ce qu'il y a encore, Club, etc. Tout ce que vous connaissez, vous pouvez le demander. Et ça, j'attends évidemment avec impatience, c'est dans un festival que je croise quelqu'un avec le livre, qui vienne pour la dédicace. Donc, faites-moi ce petit plaisir, au moins une personne. Donc vous avez entendu, hein. Voilà. Et puis alors c'est l'occasion aussi de se boire un verre. On se boit un verre et on fait une dédicace. Ça peut être assez comique. Il y aura pas de allez, s'ils viennent avec autre chose qu'une Rochefort, ils seront bien accueillis quand même. Ça dépend quoi. D'accord. Donc, considérez que la valeur sûre, quand même, ça restera la Rochefort. Mais c'est un running gag, évidemment, ouais, évidemment. Cette histoire de Rochefort. Oui, c'est une bière que j'apprécie, mais bon, on me demande toujours quelle est ma bière préférée. Alors, je joue le jeu. Oui, c'est la Rochefort. Mais ça dépend, évidemment, des circonstances. Je ne suis pas braqué Rochefort. Évidemment. En permanence. Évidemment. Donc, chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes arrivés tout doucement à la fin de cet épisode. On va encore parler un tout petit peu parce que je voudrais évoquer ce fameux sujet. Je voudrais prendre quelques secondes pour parler de ce fameux sujet qui devrait même ne pas être évoqué du tout, tellement ça coule de source. J'essaye toujours de parler de chères auditrices et chers auditeurs, de bien parler des femmes et des hommes. Je pense avoir déjà soulevé dans un podcast, mais pour moi, il va de soi que la femme est l'égale de l'homme, ou devrais-je même dire l'homme est l'égal de la femme. Je suis probablement parfois un peu maladroit avec les termes utilisés, mais c'est parce que justement pour moi, il n'y a pas de distinction à faire entre les deux genres. J'ai remarqué, et là on revient au livre, j'ai remarqué que ce soit dans ton livre ou dans tes publications, systématiquement les termes utilisés sont au féminin et au masculin. J'ai relevé brasseuse, brasseur forcément plus d'une fois. Tu parles de maçonne, de maçon. J'ai l'impression que c'est super important pour toi. Est-ce que je me trompe? Alors, oui, parce que je vous explique l'anecdote. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes. Un ami qui me dit voilà, tout compte fait, je vais reprendre des cours de coiffeur. J'ai toujours voulu faire coiffeur. Enfin bon, bref. Oui. Et puis alors, il me dit j'ai été choqué. J'ai lu le syllabus, parce qu'ils ont des cours, pas mal de cours. Et en fait, dans le syllabus, il parlait de coiffeuse. Oui. Et je me dis, c'est vrai, moi dans mon livre, je parle de brasseuses. Et les brasseuses qui lisent mon livre, quoi. Oui. Et puis, et donc, pour faire cette 3e édition, je me suis dit, c'est aussi l'occasion de revoir tout en écriture inclusive. Mais attention, l'écriture inclusive, c'est pas le point médian. C'est vraiment retourner toutes les phrases. Ça a été un des gros boulots de l'écriture. Oui. À la place de dire, le brasseur amateur va préférer Bazar, c'est expliquer, c'est dire, par exemple, dans le cas de Brassin Maison, etc. Donc pouvoir retourner toutes les phrases pour ne pas devoir utiliser le point médian qu'on peut trouver dans certains mots. Quand on n'a pas le choix, là alors effectivement on va mettre ce fameux point avec la version masculine et féminine
Et la règle, évidemment, c'est l'ordre alphabétique. Hein. Donc, on l'écrit dans l'ordre alphabétique. Alors, parfois, c'est le féminin qui passe avant, parfois, c'est le masculin. Ça dépend vraiment du mot et de l'ordre alphabétique des lettres. Oui, mais c'est vrai que, enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, pour moi, ça paraît tellement normal. Et c'est vrai que je fais pas forcément toujours attention et je pense que c'est idiot. Mais voilà, je voulais en parler parce que je l'ai vraiment remarqué en lisant le livre que ça apparaissait et c'est une bonne chose. Hein, il y a aucune critique avec ça. Mais voilà, je trouvais que ça ressortait bien et c'est une très très bonne chose. Je voudrais juste encore évoquer un truc par rapport à ça. J'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu t'insurgeais Oui. sur les noms de bières. Alors vous voyez pas la tête qu'il fait. Oui, c'est vrai que c'est toujours. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas, comment dire, le premier à faire un jeu de mots de temps en temps, pas spécialement là-dessus, mais de faire une petite blague. Mais là, on atteint quand même des sommets par rapport à certaines marques de bière ou bière tout court. C'est pas forcément toute la brasserie qui est ciblée, mais voilà, c'est parfois compliqué. Je ne sais pas si tu veux en discuter. Mais, oui, c'est toujours un peu le problème, hein, c'est que pour faire du marketing probablement, hein, Oui. pour faire du marketing, pour vendre des bières, y a certains brasseurs ou brasseuses, hein, je ne sais pas Oui. si c'est uniquement des masculins, qui vont avoir tout on va pas citer. Non, on n'a pas besoin de citer. Je pense que tout le monde a bien compris. Un peu les noms qu'on peut trouver. Bon, voilà, moi, ça me fait pas rire. Si, la première qu'on trouvait il y a 10 ans, oh oui, c'était comique. Oui. Bon, et puis alors maintenant, ça court les rues. Et quand on voit de nouvelles bières ainsi qui arrivent, moi, ça me donne même pas envie d'acheter. Hein. Je ne sais pas si toi, tu achètes ce genre de bière. Alors, pas du tout. Par contre, si je dois être totalement honnête avec tout le monde, tu parles d'une bière d'il y a une dizaine d'années, je sais pas si on parle de la même, mais pour avoir un jour organisé un événement autour de la bière, je sais que rien qu'avec le nom, j'ai épuisé mon stock. Rien qu'avec le nom parce que les gens ils étaient dans l'euphorie du moment et voilà ils commandaient cette bière là parce que c'était ce nom là. Alors on est bien d'accord, c'était pas spécialement pour c'était même pas du tout pour les qualités de la bière. Mais voilà, on voit que ça peut plaire aux gens. Maintenant, je le dis comme tu l'as dit, c'était il y a certainement pas loin d'une dizaine d'années. Je ne sais pas si ça ferait le même succès entre guillemets à l'heure actuelle. Peut-être bien, je n'en sais rien, mais bon. C'est un peu dépassé. Attends, quand on voit sur des étiquettes de bière, là, une blonde qui se fait gifler, là, enfin bon. Ouais. Est-ce qu'on peut encore faire ce genre de bière maintenant ? Moi, je suis persuadé que c'est passé. Quoi. Il faut faire autre chose. Oui, je comprends même pas pourquoi on l'autorise d'ailleurs. Alors, je sais pas s'il y a. Ça c'est autre chose. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui contrôle ce genre de dérive, mais voilà, c'est vrai que ce n'est absolument pas marrant. Voilà. Après, et là, il y a quand même mon petit mais. À mon sens, c'est pas parce qu'on voit, par exemple, la bouche d'une femme sur une étiquette que c'est forcément, à mon sens, la rabaisser. Mais de nouveau, ça, ce n'est que mon avis personnel. Peut-être que des personnes, c'est parce que j'ai une bière en tête, vraiment avec la bouche d'une femme. Je pense pas que c'est discriminé forcément avec cette photo-là. Je trouvais même que c'était même limite artistique. On en avait parlé avec une personne sur les réseaux sociaux. Mais voilà, où est la limite ? C'est toujours un peu particulier. Oui, c'est toujours le problème avec ce genre de biais ou ce genre de nom. Hein. Oui, c'est comique, mais où est-ce que s'arrête
Oui, ici, celle dont je parle, c'était pas du tout humoristique. C'était vraiment, je te dis, artistique. Je te montrerai la photo en off. Mais voilà, certaines pensent que c'est utiliser d'une manière le corps de la femme à des faits de vente. Donc je comprends l'idée, mais voilà, typiquement sur cette bière-là, en tout cas, ça ne m'avait pas choqué. On arrive clairement à la fin de l'épisode là. Je voudrais te remercier d'être venu et d'avoir répondu à mes questions et surtout de nous avoir parlé de la nouvelle édition de ton livre Technologie brassicole édité par Edipro. N'hésitez pas à aller suivre Nicolas sur Instagram. Si tu me le permets, je mettrai dans la description ton Instagram. Il y a aussi la page Facebook du livre Technologie brassicole. C'est ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à l'épisode en règle générale ou si tu as encore quelque chose à dire. Ah ben moi je me suis très bien amusé, en tout cas merci bien pour l'invitation. Moi de même, ça fait plaisir. Et on ne sait jamais s'il y a un autre ouvrage ou une autre actualité, t'es le bienvenu pour revenir pour discuter avec grand plaisir en tout cas. Eh ben merci bien. Vous pouvez évidemment vous abonner aux différents réseaux sociaux de la Bière Patrie. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé!